Bienvenue à tous pour cette première édition du Forum Média organisée par Version Originale ESCP Europe en partenariat avec Halluciné HEC Paris et Sine Qua Non ESSEC, dont certains représentants sont là ce soir. On les remercie d'être venus de leur campus. Je pense qu'on va commencer vite dans le vif du sujet. Dorian va vous présenter les entreprises qui nous font l'honneur d'être présentes ce soir. Merci Diego. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Mazdou de Canal+, Monsieur Danard du CNC, Monsieur De Rosen de Madeleine Film, Madame... Attendez, Adardour, Madame Adardour de M6, Madame Roux de TF1. Voilà, donc chacun des représentants va présenter son entreprise assez rapidement, et ensuite on passera au débat. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Mazdou. Bonjour. Pour faire très vite, en fait, Canal+, c'est une société organisée sur deux pôles principaux. Il y en a plus, mais on va se consacrer à deux en particulier. Il y en a un qui s'appelle la distribution, en fait, qui a la charge de tout le marketing commercial lié à notre stratégie abonnement et aux services qu'on développe pour les abonnés. Et un autre pôle qui s'appelle l'édition, qui, lui, a la charge, en fait, de développer la stratégie éditoriale de Canal+. Donc c'est la détection de talents, la production de séries, l'acquisition de films, de séries, ce genre de choses. Au sein de ce pôle, pour ma part, je suis responsable du développement de canalplus.fr et de toutes nos prises de parole digitales en phase avec la stratégie éditoriale de Canal+. Donc en fait, ça consiste au développement d'applications mobiles que vous avez pu voir comme Bref, Guignol, Groland, le développement du site canalplus.fr et tout ce qu'on fait sur Facebook et Twitter. Voilà. Bonsoir. Alors moi je suis Benoît Danard, je suis directeur des études, des statistiques et de la prospective au CNC. Alors qu'est-ce que c'est que le CNC ? D'abord c'est un établissement public du ministère de la Culture qui est ancien puisqu'il a 66 ans. Il a vocation à aider le secteur du cinéma et de la production audiovisuelle et aussi des secteurs nouveaux comme le jeu vidéo ou comme les nouvelles technologies liées à la production ou comme également la production pour le web ou la production transmédia. Alors peut-être pour que vous compreniez, le CNC donc, c'est l'instrument, c'est le régulateur du secteur du cinéma qui a une action financière qui soutient la production, la distribution, l'exploitation des films. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un budget de l'ordre de 700 millions d'euros. Il existe donc depuis 66 ans. C'est 450 personnes et c'est une activité très large. Et ces moyens financiers, oui, aussi il faut le savoir, proviennent du marché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous consommez un film, quelle que soit la manière dont vous allez le consommer, que ce soit en salle, en regardant la télévision ou via votre smartphone, eh bien, à chaque fois, vous allez contribuer, alimenter le fonds de soutien, il y a des systèmes de taxes, et c'est la consommation des Français de films ou de télévision qui vient alimenter le fonds de soutien, et cet argent va être redistribué à la création. Donc l'activité du centre est une activité d'accompagnement des créateurs, d'accompagnement financier, avec des dispositifs d'aide, dans tout cet univers-là. Voilà, juste pour résumer brièvement. Donc nous sommes les plus anciens et nous sommes leaders sur notre marché depuis 66 ans, puisqu'on est les seuls à faire ça. Juste pour, au-delà de la plaisanterie, pour vous traduire le poids économique que ça représente au niveau européen, ce système d'aide, c'est le poids économique du CNC, c'est équivalent à l'ensemble de tous les autres CNC en Europe. C'est un modèle qui en réalité a été copié partout dans le monde, c'est le modèle le plus ancien, qui s'est disséminé en Europe et aussi au-delà des frontières, puisque vous avez des CNC au Brésil, vous avez des CNC en Corée du Sud, vous avez des CNC au Japon, vous avez des CNC un peu partout, adaptés, mais qui traduisent une politique publique
des États en faveur de la création nationale de leur pays, de la création cinématographique, et puis parfois aussi de la création audiovisuelle. Voilà, en résumé, mais on viendra. Peut-être juste, oui, pour traduire ce que je fais au sein du CNC, ma direction s'occupe de suivre l'évolution du secteur, des secteurs que l'on régule, et on publie un certain nombre d'études et de statistiques qui sont disponibles sur notre site, et aussi on fait un travail je dirais, d'accompagnement et de conseil auprès du ministre de la Culture pour faire les choix de politique publique. Donc c'est ce que je disais à certains d'entre vous, on est un peu comme une fonction de marketing stratégique au sein d'une entreprise, sauf que nous, notre activité, c'est de réguler un marché. Voilà. Bonjour, Charles de Rosen, je suis chef de projet et producteur chez Madeleine Film, qui est le petit poussé parmi toutes ces boîtes. C'est une boîte qui a 50 ans d'existence, qui dans les années 70, 80, 90 a produit pas mal de films qui vous diront peut-être quelque chose, des films d'auteur comme Jacques Demy, Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, comme des comédies beaucoup plus populaires, les films d'Yves Robert, Prof, qui est un film qui repasse sur la télévision, ou d'autres. Et depuis 10 ans, la boîte avait plus produit, vivait de son catalogue et des bureaux, et le fils du créateur et producteur original a décidé de relancer la société. On a produit l'année dernière un film qui s'appelle Le Fils de l'autre, qui a gagné le festival de Tokyo avec Emmanuel DeVos, et un petit film qui était à Cannes. Et on a plusieurs développements, certains qui partent en financement, et la raison principale de ma venue est qu'on cherche d'abord à recruter quelques stagiaires et après à pourvoir 2 ou 3 postes avec des jeunes, idéalement en école de commerce et spécialisés dans les médias. Voilà. C'est à peu près tout. Merci. Alors, donc, moi je suis Katia Lardour, donc merci à tous d'être venus. Donc moi je représente la société donc, M6. Donc M6 c'est une marque qui vous parle, je pense, j'espère en tout cas. Principalement l'activité est scindée en 2. On va avoir un premier volet qui va vraiment concerner donc, les chaînes plutôt, puisque au travers la marque M6 on a aussi d'autres marques comme Teva, Sister bientôt, demain, nouvelle chaîne présente sur la TNT, mais d'autres chaînes comme W9, Paris Première ou autres, donc avec à l'intérieur des sociétés de production qui appartiennent au groupe M6 et qui alimentent en programme nos chaînes, des régies publicitaires, digitales et télé, voilà, qui permettent de financer notre modèle économique qui est basé principalement sur une télévision gratuite. Donc ça c'est pour tout le côté télé. Et puis en parallèle, c'est beaucoup de diversification, donc c'est vraiment le maître mot au sein du groupe M6, puisqu'aujourd'hui on a à peu près un rapport de 50% de nos revenus sont issus de l'antenne et 50 autres % est issu des diversifications. Donc derrière ce terme un peu barbare, on entend le cinéma notamment avec SND qui est une société de distribution de films. Twilight en ce moment, typiquement c'est SND qui distribue ce film, et il y en a plein d'autres. C'est aussi de la vente à distance, c'est une équipe de foot, les Girondins de Bordeaux, c'est aussi tout un volet événementiel, spectacle, édition, voilà, géré par M6, et puis enfin une grosse filiale qui prend de plus en plus d'ampleur, et c'est aujourd'hui aussi l'objet de notre venue. C'est M6 Web, donc qui est une structure qui grossit de jour en jour. Aujourd'hui, il y a près de 200 collaborateurs qui travaillent sur cette activité, qui développent donc de nouvelles choses, telles que tout dernièrement la télé enrichie, des notions de second écran que vous pouvez tous entendre en ce moment en cours ou à la télé. Donc c'est typiquement des problématiques très récentes, pour lesquels M6 s'investit beaucoup, et c'est vrai qu'on est assez précurseur, en tout cas on l'a été dans toute la partie replay notamment, mais aujourd'hui il y a de nouvelles problématiques qui nous touchent, et pour lesquelles on souhaiterait être aussi les premiers dans le coup. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Moi personnellement j'officie au niveau des ressources humaines, et je m'occupe aussi effectivement donc des relations écoles, donc effectivement beaucoup de besoins, que ce soit
pour du stage ou des nouveaux ou des jobs juniors, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a une représentante qui vous parlera tout à l'heure de nos besoins. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Bonjour, alors moi je représente en fait à l'intérieur de la société TF1 la filiale de production qui s'appelle TF1 Production. TF1 Production, donc c'est une filiale à 100% du groupe TF1 qui a donc pour particularité de ne produire que pour le groupe TF1. Donc le groupe TF1 c'est bien sûr la chaîne TF1 mais pas seulement, puisqu'on a également les chaînes sur la TNT qui sont TMC, NT1 et demain, nous aussi, notre petite chaîne qui s'appelle HD1 qui va être particulièrement axée sur la fiction. Donc TF1 Production, c'est une des plus grandes sociétés de production de France, puisqu'on est environ 200 collaborateurs permanents. Donc si on ajoute les intermittents, c'est beaucoup plus. C'est une société, alors on est organisé en fait en deux grandes parties. Une partie qu'on va appeler les flux et l'autre partie qui est la fiction et l'animation. On est organisé comme ça un petit peu par rapport à nos amis du CNC, c'est-à-dire que c'est la définition de ce qu'on appelle les œuvres patrimoniales qui sont subventionnées par le CNC, ce qu'on appelle donc la fiction et l'animation, et tout ce qui n'est pas patrimonial, qu'on appelle le flux. Donc le flux, c'est tout ce qui n'a pas une valeur, par exemple un numéro de 50 minutes inside, il a une valeur à un instant T, mais vous n'allez pas le revendre, ça n'a pas de valeur à la revente après dans d'autres pays ou sur d'autres chaînes. Donc le flux, c'est donc voilà, les 50 minutes inside, Automoto, Téléfoot, Danse avec les stars, Energy Music Awards, entre autres. On a aussi toute la direction des sports chez TF1 Production. Donc c'est le foot, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de rugby, etc. Et donc moi plus précisément, je suis sur la partie fiction et animation. Donc sur la fiction, on produit donc pour TF1 plusieurs fictions, que ce soit de la fiction française, entre guillemets, enfin vraiment franco-française, que pour TF1 en français et que destinée à TF1, mais on s'essaie aussi à un nouveau genre qui est de la coproduction internationale, avec donc des partenaires étrangers, où on tourne en anglais, donc ça c'est très nouveau, et TF1 vient de se mettre en fait à cette nouvelle façon de produire, voilà, avec... donc enfin voilà, c'est une nouvelle façon de produire qui n'est pas forcément évidente, puisque il faut trouver du financement hors TF1 justement, avec des partenaires étrangers. Je m'occupe également de dessin animé. Donc le dessin animé, c'est aussi un genre très différent à produire, avec toute une partie qui se fait généralement en Asie, avec beaucoup de choses qui sont en France aussi, puisqu'on a beaucoup de talents en animation en France. On a des formations assez incroyables, en particulier au Gobelin, avec des formations extraordinaires de réalisateurs, de storyboarders. On a des grandes compétences en France sur l'animation. Et voilà, donc je produis également ce dessin animé toujours pour TF1 et pour d'autres chaînes aussi, puisque là aussi c'est des coproductions internationales. Les montants sont tellement élevés dans l'animation qu'on ne peut pas produire que pour une chaîne. On est obligé d'avoir des partenaires extérieurs. Et la raison de ma présence ici, c'est qu'on est toujours intéressé d'embaucher des contrats d'apprentissage. On en a quelques-uns déjà chez TF1 Production et que ça se passe très bien. C'est un très bon système qui convient à la fois à l'étudiant et à l'entreprise. Donc voilà, on est toujours très intéressé de continuer à embaucher des contrats d'apprentissage. Merci à vous pour ces présentations. Donc, je vous propose tout de suite, après quelques applaudissements, d'entrer dans le vif du sujet, à savoir le débat. Donc le débat, je le rappelle, qui était « Internet remplacera-t-il un jour les médias ?» Internet, c'est plus une nouvelle structure de communication, en fait, très complexe, parce qu'elle est aujourd'hui multivecteur, aussi bien, enfin, Internet, c'est pas seulement le web. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, on parle de téléconnecté, de web fixe et de web mobile. En gros, c'est une nouvelle surface d'expression sur laquelle il faut savoir s'exprimer avec des techniques et une stratégie qui sont complètement différentes de ce qu'on a connu, puisque, en fait, les anciens médias étaient des prescripteurs durs de contenu et de biens culturels qui n'intégraient pas du tout en fait, la voie de retour et les dimensions conversationnelles, sociales et multiscreen en fait, des nouvelles expériences de consommation de médias. Donc aujourd'hui, Internet, il y a des nouveaux concurrents qui émergent, comme YouTube,
Dailymotion, qui sont des boîtes de développeurs qui ont complètement intégré en fait ces mécaniques et ces nouveaux usages, ces nouveaux comportements. C'est à nous maintenant de faire la part des choses entre les postures d'anciens médias et les postures de nouveaux médias, et à intégrer en fait toutes ces notions d'interactivité, de multiscreen et de réseaux sociaux. Donc en conversation directe avec l'utilisateur, là où avant on avait vraiment une posture relativement fermée à exposer du contenu sans prendre de voie de retour. Voilà. Pour résumer, je dirais juste qu'Internet c'est une nouvelle opportunité, avec des nouveaux concurrents, des nouveaux usages, des nouvelles méthodes de marketing, des nouvelles méthodes de production, des nouvelles méthodes de diffusion, et des nouveaux métiers qui se développent, donc plein d'opportunités pour vous. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, la question que vous posez, elle est assez vaste. Si je commence par y répondre par le prisme de la salle de cinéma, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Internet se développe beaucoup. 80% des foyers français ont un ordinateur, près de 3/4 des foyers ont une liaison haut débit. Formidable, ça se développe, les ordiphones se développent, les tablettes se développent. Et qu'est-ce qu'on constate dans les salles de cinéma ? Eh bien qu'aujourd'hui, à l'ère de Internet, il n'y a jamais eu autant de spectateurs, de Français, à aller dans une salle de cinéma. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas opposer le développement d'Internet par rapport aux médias traditionnels, ou en tous les cas par rapport aux médias télévisuels ou aux médias cinéma, mais que même si Internet se développe, pour autant le cinéma, en tous les cas la salle de cinéma, reste un média puissant. Et pourquoi ? C'est tout simple, et c'est aussi ce qui différencie Internet de la télévision, c'est qu'on ne consomme pas un film dans une salle de cinéma de la même façon qu'on consomme un film sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans une salle de cinéma ? Ça, je ne devrais pas le dire, mais ça veut d'abord dire, non pas aller voir un film, mais une sortie. Ça veut dire une sortie à plusieurs, une sortie en famille ou entre amis. 90% des spectateurs vont en salle à plusieurs. Et donc, il y a un niveau social autour de la sortie au cinéma. Moi, à mon échelle, on n'a pas encore nos premiers films par en tournage l'année prochaine. Donc on n'a pas eu à affronter soit les problèmes avec la VOD ou le téléchargement illégal. À mon avis personnel, et on se rend compte avec la fermeture de Mega Upload par exemple, qui était un symbole, et que beaucoup des chiffres à la suite de vente de VOD ou de DVD n'ont pas forcément augmenté, parce que des gens qui iraient voler un film entre guillemets sur Internet ne sont pas forcément des gens qui l'achèteraient sinon. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs les gens qui volent le plus sur le téléchargement illégal qui consomment eux-mêmes le plus. Mais voilà, moi je dirais que la seule chose qui me fait peur, parce qu'on s'oriente aussi vers les films d'auteur, c'est que la VOD a une offre qui dépend beaucoup de la mise en forme des sites qui gèrent la VOD et qui met en avant très peu de titres. Et qui met en avant les titres les plus modernes et les plus demandés au détriment des films d'auteur. Voilà, et une chance que les DVD étaient pas des films d'auteur qui leur permettaient de sauver la mise parfois, et qui va s'amenuiser avec la VOD. Voilà. Alors, pas mal de choses ont été dites par mes premiers collègues, mais en fait cette question s'est posée pour M6 lors du lancement du replay en fait. Tout le monde nous disait mais vous êtes fous, vous voulez mettre vos programmes sur le net, vous aurez plus de téléspectateurs, etc. Et en fait les chiffres parlaient d'eux-mêmes, comme on constate qu'il y a plus de personnes en salle qu'avant, et ben en fait on s'est rendu compte qu'on ne se cannibalisait pas, et que à l'inverse les audiences continuaient de croître, et qu'on avait une consommation internet qui était de plus en plus présente et de plus en plus forte. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que les attentes des téléspectateurs, il y avait beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes au niveau des programmes, des contenus. Le Français lambda est curieux, il veut savoir ce qui se passe dans la vie du couple de L'amour est dans le pré, il veut savoir quels ont été les derniers exploits du dernier La France a un incroyable talent. Ils sont très curieux. Et pour ça, M6 Web a réfléchi
à un certain nombre de points. Aujourd'hui, un certain nombre de chaînes, déjà toutes les chaînes ont leur propre site internet, mais les programmes en eux-mêmes, on a typiquement un dîner presque parfait, par exemple, qui est décliné sous forme de site internet, et c'est le cas d'un certain nombre de programmes de la chaîne qui marchent. Et dans ces sites, donc au travers ces programmes, le Français avait besoin d'infos. Il va chercher où cette info? Il va chercher sur le net. Donc on a été très présent à ce niveau-là, au niveau de nos sites. Et aujourd'hui, les nouvelles problématiques, clairement qu'on a, c'est ce qu'on va appeler la télé enrichie et le second écran. Donc effectivement, aujourd'hui, le Français regarde la télé, mais il fait plusieurs choses en même temps. Il est multitâche. Il va aussi se connecter sur Internet. Il va souhaiter échanger avec les internautes sur le programme qu'il voit. Il va peut-être pas attendre le lendemain autour du café pour parler de L'amour est dans le pré, encore une fois. Il va vouloir en parler sur Internet. Donc aujourd'hui, M6 a lancé il y a une petite semaine cette nouvelle technologie. En fait, c'est un signal qui est diffusé au travers donc la chaîne M6. Donc on a pris l'exemple d'M6 pour le moment. On va peut-être décliner ça pour les autres chaînes. Et lorsque vous êtes chez vous, derrière votre ordinateur, votre ordinateur reconnaît le son. Et ça vous permet de regarder le programme en live, donc ce qu'on appelle le second écran, et ensuite, ce qui vous permet d'échanger notamment avec des internautes qui regardent exactement le même programme au même moment que vous, qui a exactement les mêmes réactions que vous et qui souhaitent en savoir plus et avoir votre avis, etc. Donc ça donne lieu après à un échange, à des échanges sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou autres, qui permettent ensuite d'alimenter et avec in fine un but pour nous, c'est de créer du buzz bien entendu autour de nos programmes. Donc on se sert vraiment pour le coup de cette arme qui est Internet, en l'occurrence le web, comme étant une force plus qu'autre chose. On a parlé de VOD rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, pour nous aussi, c'est pas forcément une activité qui est très qui marche le plus, clairement. Le Français a encore besoin d'aller au cinéma. Donc voilà, c'est le seul bémol que nous on peut constater au niveau du groupe, c'est qu'au niveau du cinéma, c'est pas encore bien répandu pour des raisons encore qui m'échappent, que je connais pas, puisque c'est pas forcément mon domaine d'activité. Mais voilà, M6 se sert de l'internet de façon plus largement pour venir en complément et apporter des informations et attiser et alimenter la curiosité des téléspectateurs qui veulent faire autre chose pendant leur programme télé, qui sont très actifs, qui veulent avoir du contenu, et tout ça passe principalement par Internet. Voilà. Moi, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter à ce qui a déjà été dit dans le groupe TF1. Le site tf1.fr, on a à peu près forcément les mêmes stratégies qu'M6 ou comme les groupes médias, c'est-à-dire que c'est des sites de soutien à l'antenne, avec de plus en plus, nous par exemple, l'émission qui a le plus marché là-dessus, c'est The Voice, qui a été une vraie référence maintenant de support en fait de tous les réseaux sociaux en général, Internet en général, à l'émission, qui était vraiment un vrai succès. Voilà, donc c'est vrai que c'est maintenant, on peut pas plus placer outre, c'est vraiment un support, mais on l'utilise vraiment comme quelque chose, voilà, à côté de l'antenne, qui aide l'antenne à chaque fois. Donc voilà, et c'est vrai que sur tf1.fr, on va dire peut-être ce qu'il y a en plus par rapport peut-être aux autres médias, c'est qu'il y a une vraie rédaction aussi de journalistes, et donc avec LCI, etc. Donc il y a vraiment aussi une partie info web qui est assez importante. En tant que producteur, tout ce que je peux vous dire, moi je pense aussi que c'est une opportunité, Internet. C'est une opportunité puisque ce sera des modes de diffusion encore différents, encore en plus. Et plus il y a de modes de diffusion, plus ils ont besoin de contenu et plus il faut produire, donc mieux c'est pour nous. Après, ça va juste poser un problème de savoir quel est le financement que vont avoir tous ces nouveaux acteurs. On pense bien sûr tous à Netflix, à savoir, on sait que ça va arriver en France, donc c'est quand même des gros opérateurs maintenant qui vont à mon avis vraiment faire bouger les lignes dans le monde de la production. La seule question c'est combien ils vont mettre, est-ce qu'on va réussir à produire qu'avec des opérateurs comme ça? Ça je ne sais pas encore, l'avenir va nous le dire, mais on va compter avec eux, ça c'est certain. Sur la partie, nous en tant que producteurs, sur la partie de nos droits, VOD, SVOD, ça remplace tranquillement le DVD qui est en train de mourir gentiment.
Donc ça remplace, c'est pas aussi générateur de revenus, ça c'est certain, que le DVD physique. Après, voilà, ça reste que ça devient la seule source, enfin, ça devient maintenant la source de revenus d'exploitation de nos droits voilà, sur Internet qui est essentielle. Voilà, mais en tout cas, tout ça reste une opportunité. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de positif et essayer de trouver la meilleure façon d'optimiser. Donc voilà différents points de vue qui se rejoignent par endroits, mais qui sont aussi assez divers quand même. On a bien senti qu'il y avait plusieurs réponses que vous apportiez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vu que maintenant, avec Internet, on peut voir quels sont les utilisateurs, peut-être à travers les réseaux sociaux, cerner des groupes qui vont regarder telle ou telle émission. Est-ce que ça a changé la façon de concevoir le marketing et la façon dont on vend la marque d'une chaîne, la marque Canal, la marque TF1, la marque M6, ou même pour des sociétés de production de films? Est-ce que ça a changé la façon de vendre cette marque sur Internet en réfléchissant pour cibler précisément des communautés, ou alors de faire des sections spéciales de communautés, ce qui était peut-être moins facile à faire avec l'antenne, on avait peut-être moins de données, moins de retours, et moins justement ces relais de réseaux sociaux. Alors c'est une question très pertinente, déjà. Aujourd'hui, en fait, pour donner la posture un peu de Canal+ là-dessus, on a totalisé 17 millions de fans non dédupliqués à travers plus d'une centaine de fanpages. Créer une topologie précise en fait de qui est notre nouveau consommateur, comment il se comporte, quelles sont ses appétences en fonction des thématiques qu'adresse Canal+, à savoir le sport, le cinéma, les séries, l'info, le divertissement, l'humour. C'est aujourd'hui très difficile, mais ce qui est en train de se mettre en marche aujourd'hui au sein de Canal+, c'est d'unifier en fait les métiers du marketing digital et du marketing ancien média, on va dire. C'est relativement complexe. En fait, l'ancien marketing est basé sur des études de panel, XN, médiamétrie, ce genre de choses. Aujourd'hui, on capte énormément de données sur les utilisateurs à travers Facebook, qui sont extrêmement précises, qui sont temps réel. Faire de... Ouais, enfin sur Facebook aussi. Le truc, c'est que après, c'est unifier en fait ces métriques pour leur donner un sens. Pas difficile parce que le panel te donne des informations sur le foyer qui sont riches. L'usage unitaire et savoir comment il s'inscrit dans le foyer à travers les médias digitaux, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais on y travaille aujourd'hui vraiment à unifier en fait les dimensions sociales, comportementales, conversationnelles, extraire du sentiment des conversations. Il y a de plus en plus d'outils d'analyse linguistique qui se développent sur Internet, ce genre de choses. Et vraiment en tenir compte pour modifier ou gérer notre stratégie éditoriale, c'est un vaste sujet. Donc aujourd'hui, en fait, le phénomène technologique dont on parle, en fait, c'est le big data. Et comment transformer en fait cette data en information, c'est un sujet énorme. Voilà, parce que la data c'est une chose, l'information c'en est une autre. Et contrairement à ce que les gens croient, en fait, l'exploitation qu'on fait des données de Facebook aujourd'hui, elle est très réduite par rapport à ce que les gens pourraient imaginer qu'on fasse avec. La difficulté, c'est l'analyse, c'est ça qu'il faut. Tout l'enjeu est de l'analyser et de lui donner un sens. Si tu veux, c'est pas parce qu'un grand journal a mal marché, parce qu'il y a eu quelque chose un bad buzz sur une conversation qui a lieu par exemple dans le grand journal, qu'on va modifier le grand journal directement. C'est des programmes, des shows comme ça par exemple, ça s'installe sur 6 mois. Donc les ingrédients marketing qui font la valeur de ces programmes ne réagissent pas en instantané comme le fait le web aujourd'hui, et c'est pas parce que je sais pas, Mouloud a foiré son intervention qu'on va le virer le lendemain, quoi. C'était aussi par rapport à ce que si ça faisait retravailler l'image des marques pour essayer d'avoir une image peut-être plus affirmée. Enfin ça c'est peut-être pas par rapport à un groupe de la taille de Canal, par exemple à Madeleine Film, si il y a vraiment une ligne dans le type de film produit, peut-être s'affirmer, devenir prendre justement un créneau qui serait ouvert et qui pourrait être visible grâce au buzz fait par des communautés de films. Sur Internet, tu peux dire? Oui, c'est ça, sur Internet. Si il y a un buzz, si il y a des lignes précises et que cette ligne soit relayée, que
producteurs de films deviennent producteurs de référence sur un créneau en particulier? On a au fond une ligne éditoriale assez précise, mais un grand écart parce qu'on fait des films d'auteurs assez particuliers en même temps des grosses comédies, ce qui est un peu un paradoxe, mais l'un ou l'autre, et pour l'instant rien au milieu. Mais c'est très difficile d'annoncer. Moi je sais parce que maintenant je vois, parce qu'on est abonné aux films français ou des bêtises, donc, qui sont des journaux qui circulent entre professionnels, et on annonce les films très en amont parce qu'on est déjà avec des agents, et on a l'impression que tout le monde est au courant, mais c'est des informations qui restent très confidentielles. Et au moment, c'est encore compliqué d'annoncer un film, je pense, d'avoir énormément d'expositions avant vraiment une bande-annonce et avant la fin. Et donc l'idée d'arriver à conserver, à moins d'avoir un flux énorme des fidèles et de les préparer à ça. Je pense que des grosses boîtes de production peuvent se le permettre, et au fond pas vraiment parce qu'ils abordent en général des sujets très différents. Mais c'est peut-être une idée pour réunir plusieurs boîtes de production qui ont le même enjeu, pour les mettre en avant, ce qui est une des forces d'Internet, leur donner une exposition supplémentaire. Mais je pense que nous, à notre mesure, on ne fait que parler du film, voilà, 3 mois à la sortie. Oui, juste peut-être pour compléter, c'est vrai que, je disais tout à l'heure, le cinéma est un média puissant, c'est aussi un média moderne et de plus en plus social. Les distributeurs, de plus en plus, utilisent Internet, les réseaux sociaux pour promouvoir leurs films à l'occasion de la sortie. Mais ça va même encore plus loin. Si vous allez sur Twitter ou sur Facebook, vous allez même trouver des réalisateurs qui commencent à tweeter dès le premier jour de tournage, en vous disant voilà, je commence mon film, voilà, le premier clap, vous allez pouvoir suivre, et c'est une stratégie de communication, toute la fabrication, le processus de fabrication, initié par le réalisateur, c'est même indépendant de la stratégie du distributeur, mais on voit de plus en plus que les distributeurs de films en salle utilisent Internet et les réseaux sociaux pour promouvoir leurs films. Nous, dans les études qu'on fait pour analyser, quand on demande aux spectateurs comment est-ce que vous vous informez de la sortie d'un film, eh bien, Internet et les réseaux sociaux, pas que les sites de films, sont de plus en plus cités. Ça représente même 20% de la manière de s'informer chez les jeunes à l'occasion de la sortie des films. Et ce qui veut dire que derrière, les distributeurs vont aussi, en amont, essayer d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour ajuster leur politique de marketing, de promotion du film. Il y a des outils, tout comme vous l'évoquiez sur la télé, il y a aussi des outils qui mesurent les médias sociaux. Il y a des instituts qui proposent ça, de mesurer ce qui se passe sur les médias sociaux par rapport à la programmation des chaînes. Il y en a d'autres qui proposent de mesurer ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à la politique de promotion des films. Sachant qu'en sortir un film en salle, c'est très compliqué parce que c'est une durée de vie très courte et c'est vous faire consommer quelque chose dont on n'a pas besoin et que vous avez très peu de temps pour consommer. Donc c'est compliqué. Donc il ne faut pas se louper sur la sortie d'un film. Et il y a le meilleur critère pour que vous preniez conscience de la difficulté, c'est, on est aujourd'hui mardi, si je vous demande de me citer les 15 films qui sortent demain, vous allez m'en citer combien? Le Hobbit. Et puis, bon, Télé Gaucho, vous en avez peut-être entendu parler quand même. Allez, ça fait 2, voilà. 2, voilà, allez, 3. Bon, mais vous êtes un professionnel. Allez, 2, ça veut dire que 80% des films qui sortent demain, et on n'est pas loin de la sortie, vous n'avez jamais entendu parler. Enfin, voilà, toute la difficulté, une illustration de la difficulté. Mais le média cinéma est un média moderne parce qu'il utilise de plus en plus aussi Internet pour promouvoir les films et pour parler des films. Et Monsieur Dana, pour rebondir sur ce que vous disiez, par exemple, comment le CNC gère un peu ce manque d'information et comment il utilise Internet pour informer justement les jeunes qui sont les premiers consommateurs? Alors, nous on vend rien, on n'achète rien. C'est les distributeurs qui vous proposent des films. Nous on les sort pas. Non, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire dans notre action, ça va être éventuellement d'accompagner certains distributeurs ou les distributeurs qui distribuent des films français ou des films d'auteur, les aider dans leurs moyens financiers pour développer ces stratégies marketing de promotion des films. Là, on peut imaginer des aides
il y a des aides à la distribution des films dans lesquelles ces aides sont aussi destinées à faire parler sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais on ne se substitue pas à l'action des distributeurs, mais on va les accompagner, comme on accompagne les producteurs à fabriquer des films, ou les exploitants à moderniser leurs salles pour que vous puissiez aller dans des salles confortables avec des projections de la meilleure qualité possible. Bonsoir. Moi j'avais une question pour ceux qui proposent des solutions de replay et le rapport à la publicité, aux régies pub. Est-ce que, j'arrive pas à quantifier leur demande, si souvent pour vous c'est hyper rentable ou complètement anecdotique, et notamment comment se fait les sélections par programme, parce qu'on n'est pas tous sur le programme, et est-ce que justement l'exploitation de données personnelles, Facebook notamment, pouvait aider à recibler la publicité pour que le même programme la publicité soit adaptée aux visualisateurs. Parce que j'ai pris quand même 4 fois Coco Mademoiselle hier sur le Grand Journal et je ne me suis pas senti forcément très touché. Mais voilà, le rapport à la publicité, peut-être Noël, le cadeau arrive, et le rapport des régies ou comment ça se passe derrière Internet. Mais mon collègue de Canal sera peut-être un peu plus crédible que moi pour répondre à cette question. Mais en fait, ce qu'on négocie sur les replays, il y a beaucoup plus de contraintes en fait que ce qu'on peut avoir en télé pour diverses raisons que je n'ai pas. Mais ce qu'on essaie aussi surtout de faire, c'est essayer de proposer effectivement aux annonceurs d'être présents pour annoncer un programme qui concerne la cible en l'occurrence. Donc si on fait un replay sur le dîner presque parfait, et la pub que vous aurez avant, vous avez de fortes chances que ce soit un annonceur qui propose un produit lié au domaine culinaire. Donc après, ce qu'on essaie de négocier aussi beaucoup avec ces annonceurs, ce sont des packs, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui le 360 degrés, c'est une offre global média où on va proposer, donc on va aller voir un Roquefort par exemple, on va lui proposer donc un spot de pub, un programme court ou un parrainage à l'écran, et on va lui proposer également un spot sur le replay pour faire la présentation soit du programme en entier, soit du programme un peu plus court sur la toile. On essaie d'avoir quand même une logique groupe déjà, télé, replay, et aussi sectorielle en fonction du programme qu'on propose. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais aujourd'hui c'est quelque chose on a créé une cellule Off Global Media aujourd'hui qui justement a vocation à proposer à nos annonceurs des packs qui englobent fortement, et on encourage fortement nos commerciaux à vendre et à proposer des opérations spéciales aussi. Donc je ne sais pas, vous avez peut-être tous vu en ligne ou à la télé l'opération spéciale d'Oral-B par exemple, avec Maglisky notamment, qui est une marque M6, qui est un produit purement M6. Donc c'est Procter, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc Procter est venu nous voir en nous disant j'ai pas mal d'argent, M6 ça me plaît, nous c'est notre deuxième annonceur après L'Oréal, donc il fallait qu'on fasse quelque chose d'intéressant. Donc on s'est posé la question, les personnes à la régie publicitaire se sont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a Mac Lesguy qui a sa casquette un peu de scientifique, assez proche du téléspectateur français, et on s'était dit que ça pouvait être sympa de monter une opération spéciale avec lui, qui avait un peu la science infuse aux yeux des Français. Donc on a mis en place une opération spéciale qui s'est ensuite déclinée sur la toile. Donc après on a fait, je crois, un jeu concours pour gagner faire gagner des dentifrices, des brosses à dents, Oral-B aux internautes. Donc c'est vraiment une logique qu'on prend en compte, et voilà, cette cellule est née il y a à peu près 1 an et demi. Donc après c'est des problématiques, on a des juristes très aguerris dans le domaine des nouvelles techno, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la toile non plus. Je crois qu'on a aussi une durée à respecter. À l'antenne, on ne peut pas diffuser plus de 11 minutes de pub par heure. Je pense que sur Internet, on doit avoir aussi une contrainte à ce niveau-là. Et Madame Roux, par exemple, vous qui représentez TF1, comment TF1 fait pour cibler justement ces
possible aux consommateurs et s'adapter au mieux à la demande. Je suis désolée, je ne suis pas la spécialiste. J'aurais dû venir avec mes collègues de ITF1 qui auraient pu être beaucoup plus pertinents que moi, parce que je suis vraiment dans la prod pure, donc j'ai peu accès à ces informations. Je sais que, bien sûr, comme tout groupe média, on a aussi la régie, elle travaille aussi en 360 à proposer aux annonceurs des packages globaux, que ce soit sur Internet, sur l'antenne, en parrainage, en sponsoring. Après, quelle est vraiment leur façon d'identifier, c'est ça, pour essayer d'identifier des populations. Je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Je sais que tout ce que je peux vous dire que j'ai appris récemment, c'est qu'on est en train d'élargir en revanche, nous, le panel de gens qu'on est en train d'étudier chez Médiamétrie, puisqu'on avait très traditionnellement, vous avez tous entendu cette bonne vieille ménagère de moins de 50 ans qui était notre cliente adorée. Donc on a gentiment appelé responsable des achats un petit peu plus récemment, mais personne n'appelle responsable des achats, on n'arrive pas, c'est ménagère toujours. Et donc là il y a un nouveau groupe qui est arrivé, qu'on regarde dans Médiamétrie tous les matins, qui s'appelle les shoppers, qui sont les gens donc c'est les gens c'est les familles avec des enfants de moins de 25 ans. Donc c'est pas vous, c'est moi par exemple. Et ça c'est assez nouveau pour le coup chez TF1, c'est qu'on essaye vraiment maintenant d'arriver à identifier des groupes qui achètent. On essaie vraiment d'élargir, puisque c'est vrai que cette histoire de ménagère de moins de 50 ans, ça commençait à devenir un petit peu obsolète, on va dire, puisque tous les jeunes garçons ici, je suis sûre, savent faire les courses et savent entrer dans un supermarché, ou cliquer sur Internet pour acheter des choses. Donc voilà, maintenant on s'est enfin un peu adapté à ça. Et donc nous, en tant que producteurs, c'est en ça que moi ça m'intéresse aussi, puisque justement on nous demande d'aller s'intéresser, puisqu'après on est des chaînes commerciales, donc le but c'est de faire de l'audience, et de l'audience pour faire venir les annonceurs, on a tous compris le principe. Et donc c'est d'arriver justement à parler aussi à ces gens-là, et donc à se dire que notre public, c'est chez TF1 public, on veut vraiment s'adresser au plus grand nombre, mais on s'intéresse donc maintenant aussi vraiment à cette catégorie aussi de gens qui sont arrivés, qui sont donc des shoppers. Merci. Monsieur Masdou, vous vouliez dire quelque chose? La question du bon journal, en fait. Ça fait mal. Hein. Non, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a le ciblage. Pour répondre à ta question, il y a plusieurs questions. Sur le business model, en fait, dans le milieu technologique, c'est très difficile, dans le digital, de rentabiliser le coût de développement des plateformes. Donc globalement, l'ad serving, ça sert à ça. Enfin, le streaming vidéo, YouTube par exemple a mis 4 ans ou 5 ans à faire atterrir son business model, à devenir rentable. C'est pour ça qu'ils ont été rachetés par Google d'ailleurs. Donc c'est vraiment une question forte, surtout quand, par exemple, sur Bref, vous pouviez vous regardiez 60 millions de vidéos par mois quand Bref est sorti, ce genre de choses. Le point sur la question de la vidéo qui arrive 4 fois, c'est lié à des problématiques d'écoulage d'inventaire, en gros. Pour répondre à ta question, parfois on met du capping pour pas densifier et casser l'expérience utilisateur, parfois il faut écouler l'inventaire. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. C'est tout. Ensuite, l'ad serving, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui paye. Non seulement par exemple les coûts de serveur, les coûts de bande passante, le fait que vous soyez 60 000 connectés simultanément juste après le grand journal pour attraper certaines vidéos, et aussi ça nous permet aussi d'attirer les producteurs et de mieux les financer. Typiquement, Canal+ réinvestit une part de son bénéfice beaucoup dans les créations originales, notamment. C'est ce qui nous permet de monter en gamme en fait sur la qualité de nos séries, qu'on appelle les créations originales, comme vous avez pu voir sur Les Revenants, Braco, ou ce genre de choses, où la valeur de ces séries augmente constamment en fait, du fait qu'on réinjecte dans la production de nos séries en fait ces bénéfices publicitaires. C'est ce qui permet d'avoir ces séries-là, on commence à approcher la classe des séries américaines pour certaines, donc et c'est notre objectif en fait, et c'est directement lié à l'argent, de se payer des scénaristes, des réalisateurs de plus haute gamme, d'avoir de meilleurs moyens de production, voilà. Une autre question? Bonsoir. Justement, on vient de parler de YouTube, je voulais justement savoir comment vous voyez cette plateforme de diffusion qui, maintenant même au-delà d'être des plateformes de diffusion, on le voit YouTube
devient même une chaîne. Enfin, il y a des pubs partout en ce moment sur les chaînes Ligue 1, PSG, etc. Je voulais savoir comment vous voyez ce type de concurrent, entre guillemets. Enfin, pour ma part, en fait, YouTube, je sais pas si tu parles exactement de l'original programming qu'ils sont en train de lancer directement avec des boîtes de production ou pas, la création de chaînes où ils financent à hauteur de 600 000 € des producteurs pour qu'ils s'expriment directement dessus. Ouais, en partie aussi. Ouais. YouTube, globalement, ils ont. Faut savoir qu'en gros, 95% de YouTube est réalisé par 1% de leurs vidéos. C'est un chiffre assez important et donc du coup. Il y a beaucoup de choses qui se noient là-dedans. Pour augmenter la valeur d'usage et le fait d'attirer les annonceurs, augmenter en fait le coût de leur pub, YouTube est en train d'essayer de désintermédier les producteurs des diffuseurs parce qu'avec son audience naturelle, YouTube aujourd'hui est un espace suffisant pour faire du business pour un producteur en fait. Donc je suis en train de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Mais globalement oui, YouTube est en train d'émerger comme un concurrent. Et ils vont se connecter, enfin YouTube c'est Google, les Google TV arrivent, les Apple TV arrivent, et surtout à un moment en fait on va voir ce qu'on appelle les consommations linéaires et aussi over the top, c'est-à-dire over the top, c'est-à-dire qu'elles passent plus par les réseaux FAI ou par la TNT ou par le satellite, mais par internet et directement sur ta télé. Et effectivement YouTube, Netflix et Hulu sont en train de se structurer pour pouvoir adresser ce marché parce que c'est une nouvelle opportunité où ils pourront directement démarcher des producteurs pour les diffuser dans des business models qui sont potentiellement aussi intéressant. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à le faire atterrir. Il faut savoir que cette opération aux États-Unis a été un échec. Il y a eu, je crois que c'est 70% des producteurs qui ont fait partie du programme Original Programming YouTube aux États-Unis n'ont pas rencontré leur audience. Donc en gros, c'était une perte sèche. Après, Google, c'est ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Google, ils sont en train d'essayer de démontrer aux producteurs qu'ils peuvent se désintermédier des diffuseurs. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas notre intelligence d'exploitation pour rentabiliser ça et toucher les audiences, parce que c'est quand même le point principal. Mais c'est une stratégie à 6 ou 7 ans pour eux, je pense. C'est pas une stratégie instantanée, ça va être très difficile quand même, parce que, comme le disait mon collègue du CNC tout à l'heure, la télé reste un média quand même ultra puissant aujourd'hui. Justement, peut-être pour compléter, qu'est-ce que ça représente si on compare l'audience des chaînes historiques, par exemple de TF1. Alors, en audience cumulée sur un mois, c'est 53 millions de téléspectateurs, d'accord, 53 millions de contacts. YouTube, sur le même mois, c'est 24 millions, d'accord, de visiteurs uniques. Donc on est sur, encore, aujourd'hui, une puissance très forte, capacité très forte des chaînes historiques à avoir sur un instant T, ou sur un grand nombre de contacts. À mon avis, en effet, c'est une stratégie de long terme, ce qu'on voit apparaître sur les chaînes de YouTube ou sur les liens avec les producteurs. Et quand on regarde aussi un peu plus dans le détail comment ça fonctionne, ces chaînes YouTube, aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, ou les producteurs le disent, on teste, il y a plusieurs modèles économiques qui sont testés aujourd'hui, et en fonction voilà, donc il n'y a pas... C'est une phase d'apprentissage, on est dans une phase d'apprentissage aujourd'hui, et en tous les cas, la puissance aujourd'hui n'est pas là pour pouvoir concurrencer les chaînes historiques, et surtout, même ces chaînes-là, on est sur des volumétries très faibles de consommation, encore aujourd'hui. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est la chaîne PSG pour l'instant. Juste après, je vais laisser la parole aux autres, mais l'installation de Norman, par exemple, sur YouTube, a pris énormément plus de temps que celle de Bref. Si vous voulez un exemple, Bref a explosé en une semaine. Vous avez la fanpage de Bref, juste pour donner une métrique, elle a dépassé le million de fans en 3 semaines. Norman, il a construit ça en 2 ans. Donc, pour vous donner une idée aussi, aujourd'hui, encore de la puissance de la télé, en fait, pour lancer des programmes. Voilà. Je ne sais pas si c'est les téléphones, vous avez des stratégies intéressantes là-dessus. Nous, on est en procès avec YouTube, donc c'est un peu compliqué d'en parler. On a aussi pas mal. Ouais, non, mais c'est compliqué YouTube. C'est un vrai débat, puisqu'après, alors en plus moi, je suis entre la productrice plutôt intéressée par YouTube et mes copains diffuseurs n'aiment pas du tout. Forcément, puisque ça a piraté clairement nos contenus. Donc après, voilà, donc on est toujours en procès avec eux. Je sais que c'est compliqué. Après,
après, je pense que ça reste une opportunité aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, en tant que productrice, je pense que il y a un business model qui va s'installer forcément, qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore trouvé, mais oui, ça va être dans les prochaines années forcément, ça va être forcément une source de financement, parce que c'est ça en fait le problème. Après, nous en tant que producteurs, ce qu'on cherche c'est du financement. Donc est-ce que ces opérateurs-là vont être capables de nous donner autant de financement que les diffuseurs classiques, on va dire, actuels? C'est un peu ça l'enjeu. Pour l'instant, ça reste fragile, je pense, mais ça va forcément se développer. Peut-être, alors plein de questions partout, mais le débat touche à ça. Bonsoir, moi je voulais poser une question peut-être plus aux deux producteurs. Le fait d'avoir du feedback en continu et sur les programmes GTF1 et aussi sur les films qui ne se limitent plus à des pourcentages d'audience ou des entrées en salle, est-ce que vous pensez que sur la création, ça influe quelque chose dans le sens où on est plus dans le fait de répondre à une demande que de créer une offre, que ce soit et sur les programmes de fiction et sur les films? On voit les films qui marchent le plus, c'est quand même en ce moment toujours un peu les mêmes formats, mais les films qui sont aidés par le CNC ou qui sont achetés en chaîne télé. Donc je voulais savoir votre opinion là-dessus, plus sur le côté de la création. C'est un réflexe assez amusant de beaucoup mon cas, de vieux producteurs qui sont assez fascinés en fait, qui veulent renouveler leur audience et surtout leur film, essayer d'être moderne et d'aller chercher des gens comme Max Boublil, etc., qui ont explosé sur le net et les projeter au devant de la scène, parfois trop rapidement, qui n'ont pas encore fait leur preuve. Et il y a ce raccourci. Moi, je pense que par rapport aux gens qui ont émergé sur Internet, on découvre des talents, mais ils n'ont pas... C'est vrai que c'est encore la télé. Je suis beaucoup plus confortable et des gens qu'on va aller voir sur Internet, c'est pas forcément des gens qu'on va aller vouloir voir au cinéma et on ne paiera pas forcément une place pour aller voir ces gens-là. Après, je sais que nous, on essaie de réfléchir de façon totalement libre, enfin, sans savoir, évidemment, on tient compte de ce qui fonctionne et du succès des gens, mais je vais pas... je change pas nos méthodes, la façon dont on choisit les projets. On reste, je pense, qui est la force des bons producteurs, on reste totalement libre. Après, on est obligé de prendre en compte, parce qu'on dépend toujours en tant que producteur des distributeurs. Et la vraie difficulté en France maintenant, c'est de trouver un distributeur, autant reste. Et donc, c'est vrai que pas mal de distributeurs, on en marotte, ont des jeunes auxquels ils croient énormément, ou d'équipes, donc il faut jongler un peu avec ça, être adroit, quitte à pousser parfois. Il y a un ou deux choix là qu'on a fait qui n'étaient pas forcément nos choix. On a mis en avant un acteur auquel on croyait un peu moins, mais on savait que le distributeur nous suivrait, et ça a marché, donc tant mieux, mais voilà. L'un de vous a-t-il une dernière remarque à faire? Moi, non. Donc finalement, ce qui ressort du débat, c'est quand même que Internet est vu d'abord comme un outil et comme une arme, et qu'il est relativement bien exploité par les entreprises qui sont ici, notamment sur la question du ciblage des consommateurs, ce qui est aussi utile pour nous, en particulier les jeunes, parce que la question du choix, je pense on est tous d'accord pour dire qu'elle est assez primordiale. Et donc ce qu'on recherche, nous aussi, auprès des entreprises ici présentes, c'est pouvoir affiner au mieux notre recherche par le biais d'Internet pour pouvoir accéder au contenu proposé aux différents groupes. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Tout d'abord, je pense qu'on peut remercier les entreprises qui ont participé, les représentants qui se sont exprimés réellement de manière très concrète sur leur point de vue sur ce sujet. Je tiens aussi, nous tenons tous à remercier l'administration de cette école qui nous a soutenus pour cette première édition du Forum Média depuis le début. Notre directeur de campus, Monsieur Poirel, également les services communication et marketing de l'administration, le service des relations presse et toute l'administration de ESCP Europe. Je tiens aussi à souligner l'excellent travail du pôle professionnel et de toute l'association. Il y a le pôle réalisation qui a fait un film, là je vois, de la conférence.
également pour le pôle Gazette. Enfin, c'est vraiment été fédérateur dans l'association. Donc merci à tous pour votre investissement et merci à tous d'avoir participé à ce débat.